Alors, Nagori, ça veut dire donc la nostalgie de la saison ou bien du temps qui vient de passer. Donc, littéralement, ça veut dire le reste des vagues. Donc, après, une fois que les vagues est passé, donc il y a des petits objets qui restent sur la plage. Aussi, ça veut dire les noms qui restent. Et donc de là, par extension, ça veut dire à la fois, par exemple, on voit chez un enfant dont on a perdu les parents, un peu les traits de ces personnes, ou bien donc pour les saisons, la saison donc qui vient de nous quitter, les derniers figues par exemple là maintenant, ou bien les derniers tomates. À la fois c'est la trace de quelque chose qui n'est plus, ça peut être, mais est-ce que la trace c'est quelque chose, enfin, est-ce que la trace ne veut pas dire aussi une sorte de présence? Donc, est-ce que, par exemple, quand il y a le coucher, après le coucher de soleil, il y a les dernières lumières du soleil qui restent, est-ce que ça veut dire la disparition du soleil et que qu'on voit juste la trace, ou bien est-ce que c'est quand même une sorte de présence qu'on capte quand on est sensible? Alors, pour faire ce livre, il y avait plusieurs choses. D'abord, c'est vrai que l'histoire de saison me taraudait. Enfin, bien sûr, c'est un peu normal quand on est poète, hein, quand on était poète. Et puis, comme j'étais toujours en fait un peu obsédée par la question de la mort, et en fait, mort veut dire aussi la temporalité. Or, on vit avec deux temporalités, qui est à la fois la temporalité linéaire qui va droite vers la mort, et aussi la temporalité circulaire qui sont des saisons. Donc, bien sûr, quand on né dans la littérature, je pense que c'est un peu difficile de passer à côté. Aussi, donc, puisque je travaillais sur la question de goût, j'étais souvent énervée par, disons, les chefs qui disaient ah, je travaille avec les produits de saison. Qu'est-ce que ça veut dire de saison? Est-ce que ça veut dire que le produit est arrivé pour la première fois au marché? Est-ce que c'est lorsque un produit est en pleine saison? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que la fin de la saison d'un légume, est-ce que c'est comme la fin de la vie d'une personne? Voilà, donc au fur et à mesure, toutes ces questions autour de temps, autour des saisons s'emboîter, vient se tramer, et donc je me suis dit qu'il était temps d'en faire un livre. Je voulais quand même montrer cette notion qui est particulière, qui est Nagori, qui est donc la nostalgie d'une saison qui vient nous quitter. Je pense, j'ai l'impression qu'en France, bien sûr, il y a la saison avant-coureur, il y a la saison, enfin pleine saison, mais que on ne parle pas beaucoup de la fin de saison. Or, je pense qu'ils sont aussi sensibles que les Japonais. Donc, je voulais aussi donner le nom à cette notion, disons, donner le nom japonais en français. Pour la raison pour laquelle cette fois-ci, donc j'ai donné le titre, c'est la première fois que j'ai donné le titre en japonais, donc tel quel. Il y a aussi la question de saison comme, comme destin. On pense souvent, on parle souvent de bilan carbone, on pense souvent que les fraises au mois de février c'est scandaleux. Or, on ne pose pas la question de savoir quelle est la saison des avocats, des bananes. Et est-ce que aussi,
d'un côté, donc justement ça c'est de parler de phrases en faiblesse et scandaleux, mais que personne ne pose la question de savoir si quand on vous dit que qu'on part en vacances en Thaïlande, on ne dit pas « Oh, c'est scandaleux !» n'est-ce pas? Donc il y avait aussi toutes ces questions, tous ces épisodes. Aussi, il y a une question qui revient tout le temps, en fait, depuis 2011, depuis les triples catastrophes. Alors, comment aussi parler de la catastrophe, encore une fois, dans un pays comme le Japon, où la forme poétique est dominée par la temporalité circulaire qui est le haïku. Est-ce que parler de l'histoire en majuscule est compatible avec ce règne de saison qui peut donner un espoir, un faux espoir de renaissance et de guérison? Voilà, donc en fait, il y a beaucoup de choses dedans. Une pensée n'est jamais terminée, donc n'est jamais terminée en un livre, donc je pense que la pensée qui est née avec ce n'est pas le livre, ce n'est pas un hasard, continue et apparaît d'une autre manière, d'un autre moment, de livre. Et dans le Nagori, je me pose la question de savoir, par exemple, dans le haïku, où les règles sont de donner, une des règles est de donner tout le temps, de mettre le mot clé de la saison. Et donc tous les événements de la vie, tous les événements, même politiques, entrent dans ce système de saison. Même quand on parle de Hiroshima, quand on parle de la guerre, quand on parle de Fukushima, ils sont mis dans les catégories de la saison. Comme si, avec le temps, avec le printemps, il y a le renouveau possible. Or, est-ce que cette temporalité-là est propice pour parler de la question politique, pour parler de l'histoire? Est-ce que cette forme poétique-là ne cache pas quelque chose, ne gomme pas quelque chose aussi? Là, parce que dans ce sens-là, les saisons peuvent être cruelles. Mais la fin d'une saison est toujours au début de quelque chose. Est-ce que là, on est mi-octobre, bon, il fait chaud, mais est-ce que c'est la fin de l'été? Est-ce que c'est le début d'automne? S'il fait un peu plus froid, est-ce qu'on peut dire que c'est le début d'hiver? Et je pense qu'on n'est jamais complètement dans une seule saison. On est toujours dans plusieurs saisons. Aussi, je pense que je voulais qu'on soit conscient de cette saison en fait qui vit comme une sorte comme un être vivant. Si c'est difficile de résumer ce livre en un mot, c'est aussi parce que donc je parle de beaucoup de choses. Je ne peux pas dire que c'est un livre de la poésie, de la littérature, de la cuisine, de l'histoire. Mais est-ce que dans la vie, en fait, finalement, quand on pense le soir, tout ce qu'on aura pensé, c'est un peu ça ce qu'on fait aussi tous les jours. Et parfois, ça a l'air de ne pas avoir de lien entre les deux, mais parfois, par exemple, les conversations qu'on a eues avec un collègue midi, on y pense le soir quand on est au dîner avec une amie, et donc tout est lié plus ou moins. Et dans ce livre, dans lequel je vais donner aussi ce côté en fait organique à la
saison en saison, je voulais aussi garder cette façon de la pensée qui est dépensée, en fait, qui est toujours reliée d'une à l'autre. Et puis aussi, si je mène un petit combat, disons, c'est de relier la littérature et la question de goût, la question de perception. Et donc, je pense qu'il n'y a que de cette façon-là que c'est possible de parler. En fait, je fais ce travail dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois faire entrer la question de perception et des mots dans la littérature, mais aussi montrer l'importance des mots dans la cuisine, dans le domaine de la cuisine, pour parler. Parce que souvent, les gens, par exemple les cuisiniers ou bien les gens de domaine de la cuisine pensent que bon, les mots, ce n'est pas aussi important. Alors que, je donne un exemple, il y a un œnologue, donc spécialiste de saké, qui m'a raconté que pendant longtemps, dans le domaine de saké, l'odeur du yaourt, ou bien l'odeur qui ressemble au vin rouge, n'existait pas, et qu'on exprimait par l'expression de l'odeur de vomi. Et donc pendant longtemps, cette odeur était considérée comme quelque chose de vraiment négatif dans le saké. Alors, depuis un temps, en fait, on apprécie parce qu'il y a le grammaire du vin est entré, et les gens commencent à parler de cette odeur avec le grammaire, avec les mots qu'ils ont appris du vin, et du coup, en fait, on a commencé à apprécier. Et c'est vrai que, donc, dans ce cas-là, c'est le mot qui a presque changé notre perception. Donc, en fait, aussi, souvent, vous avez remarqué que, par exemple, dans un restaurant, vous mangez quelque chose, et ça veut dire, enfin, vous savez ce que c'est, enfin, vous avez déjà goûté, mais vous ne savez pas ce que c'est. Et vous demandez au serveur, qui vous disent, ah oui, alors c'est la noix, c'est de la majolaine, et ah oui, c'est ça, n'est-ce pas? Du coup, ce qui n'avait pas de, enfin, ce qui était un peu flou prend forme. Au Japon, la saison est enfin, pas coupée, mais on donne 3 temps à une saison. Donc d'abord hashiri, qui est le primeur avant-coureur, la première fois qu'un légume, une poisson fait son apparition. Et ensuite sakari. Donc, si on compare à des personnes, donc ça peut être, donc, je ne sais pas, des gens de trentaine, quarantaine. Et ensuite, nagori. Donc, on va dire, c'est un peu la vieillesse, voilà, d'un légume. Mais quand on fait la comparaison comme ça avec les êtres humains, on peut tout de suite, justement, savoir que nagori, ce n'est pas non plus la disparition, vous voyez, donc ce n'est pas non plus, disons, je dis la trace, mais en même temps, ce n'est pas complètement la trace. On ne peut plus revenir donc en arrière, en pleine saison, mais il y a des choses qu'on a peut-être gagnées avec le temps, la densité de goût, la sagesse chez les filles, peut-être ça existe aussi, que qu'on goûte à la fin d'une saison. Pour les dernières figues, peut-être on goûte la sagesse de figues. Et alors, aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc la fin d'une saison, c'est toujours le début d'une autre saison. Donc, les dernières figues peuvent rencontrer le début, je sais pas, de châtaigne, ou bien de kaki, donc qui est en pleine jeunesse. Et parfois, de ces rencontres, il peut y avoir un plat
sublime, donc qu'on appelle Deaimono en japonais, choses rencontrées. Et souvent, donc, quand on fait une association dans une assiette pour créer un plat, donc non seulement on crée un plat donc par question de goût, mais aussi euh, on apprécie souvent de faire rencontrer deux saisons, donc, et aussi deux produits d'un âge différent de leur vie. Et c'est vrai que ça crée, pour ceux qui le mangent, une émotion qui est comparable aux rencontres avec deux personnes. À la Villa Médicis, on ne vit qu'un an. Donc on ne vit pas deux fois la même saison. Donc chaque saison est unique. Donc on ne peut pas la rater. Le début, le milieu, tout. C'est. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai senti qu'une saison, c'est toute une vie. Et en même temps, on ne peut pas séparer d'une saison à l'autre. Donc je pense que c'est cela qui m'a aiguisé la sensibilité pour ce temps en cycle. Je suis aussi passionnée par la cuisine. Je pense que le métier de chef, c'est un métier mais très très dur dans le sens c'est l'unique création dès qu'un plat apparaît, il est voué à disparaître. Oh, vous demandez ça à un écrivain, il meurt, non? Et un chef, il fait ça mais tous les jours. Quand même, c'est une création, mais que tout en sachant qui disparaît à 5 minutes plus tard. Oh, c'est incroyable. Et c'est tellement différent, c'est tellement à l'opposé de livres que je pense que ça me fascine comme mode d'existence. Mode d'existence, mode de création. C'est à l'époque où je préparais ce livre, j'ai posé beaucoup de questions aux chefs que je rencontrais. Et souvent, ils me donnent, ce qui vient, c'est qu'ils me donnent les exemples mais concrets. C'est comme si, par exemple, je sais pas, je prépare un livre sur les bois. Et je rencontre un menuisier qui tout d'un coup me parle de comment traiter le bois et qui m'ouvre l'horizon sur ce qu'est qu'un bois. Donc c'est un peu ça les conversations avec les chefs que j'ai mis comme nom Yannick Aleno, les Rollinger, Anne-Sophie Pic. Et ce qui vient avec les chefs, non seulement donc je leur pose des questions et ces réponses peuvent enrichir mes livres, mais aussi j'espère que ces conversations, ces mots, pour leur donner des idées pour ensuite créer des nouveaux goûts. Enfin, depuis quelques années, à la fois, donc je publie des livres, mais je fais des événements entre guillemets culinaires, aussi une manière à relier la littérature et la cuisine. Pendant longtemps, je disais, depuis, ce n'est pas hasard, depuis que j'écris les essais, que j'appelle l'essai, j'essaie de garder ou bien de conserver ou bien de faire exister en forme de livre ou bien en forme de mots ceux qui sont éphémères, ceux qui vont disparaître sinon. Donc c'est ce que j'ai senti lors de Triple Catastrophe, quand j'ai vu qu'on peut compter les nombres de morts et qu'on peut compter les nombres de maisons emportées par les tsunamis, mais qu'on ne peut pas compter les nombres de plats qui étaient préparés dans chaque maison, mais de l'odeur.
Et je pense que ce genre de travail, à la fois ce genre de travail d'archiviste, et j'ai décidé que c'est ça, enfin, pour moi, le métier d'écrivain, depuis. Mais depuis quelques années, je pense que les événements que je monte, les choses éphémères, le dîner, c'est seulement les gens qui ont participé à ce dîner qui savent ce que c'était. Euh, je pense que c'est aussi important de faire quelque chose très éphémère et que seulement les nombres limités, non pas dans le sens de choisi, mais que ceux qui étaient là, simplement par hasard, se placent, l'ont vécu, le gardent, partagent, essaient d'en parler, mais tout en sachant qu'on ne pouvait pas les revivre. Ça, c'est aussi important et que je pense que maintenant, ce travail de monter ce genre de soirée, pour moi, est aussi littéraire que faire des livres.